Bienvenue dans ce nouvel épisode de Code for Thought. Bien des promesses circulent sur les futurs usages du numérique à l'ère du post-quantique. Dans cet épisode, je vous propose de rentrer dans les coulisses de la recherche en informatique quantique, les technologies explorées, les moyens déployés et son organisation aux échelles nationales et internationales. Pour ce faire, je suis accompagné de Sabine Maire et Félix Givois du GENSI, dont j'ai fait la rencontre lors des 20 ans du groupe Calcul, en vous souhaitant une très bonne écoute. Alors bonjour Sabine, bonjour Félix, merci de me rejoindre pour cet épisode de Code for Thought. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis je vous propose peut-être de vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas. Bonjour Guilain, merci pour l'invitation. On est très heureux d'être avec vous. Moi, je m'appelle Sabine Maire. Je travaille à Gensi comme responsable calcul quantique depuis 2 ans. Et à ce titre, je travaille plus particulièrement sur le programme HQI, dont on parlera aujourd'hui, je pense, et le pack quantique de la région Île-de-France. Alors, bonjour Ghislain, moi c'est Félix Duvois, merci aussi pour l'invitation. Donc je travaille aussi à Gensi avec Sabine, donc en qualité d'ingénieur projet calcul quantique. Donc je travaille notamment je suis l'installation d'ordinateurs quantiques dans des centres de calcul. Je m'occupe aussi de la veille technologique et je travaille un peu sur la rédaction d'appels d'offres. Initialement, je viens d'une expérience en recherche. Donc, j'ai travaillé 3 ans sur les applications de l'informatique quantique à la résistance des matériaux. Très bien. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va d'abord parler des fondations du quantique en France et un petit peu ce qui a amené aussi Gensi à faire partie de cette initiative. Et puis ensuite, on discutera effectivement un peu plus de l'état de la recherche en quantique et du projet HQI. Peut-être d'abord nous donner, une échelle de temps, une timeline de, Gensi, sa création, sa genèse, jusqu'à aujourd'hui, ses relations avec le développement du quantique en France. Gensi, déjà, c'est le grand équipement national de calcul intensif. On est une société civile à financement 100% public. On a une mission de service public. Cette société, elle a été créée en 2007 sous l'impulsion du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec l'aide de nos associés, que vous connaissez tous, je pense, qui sont l'INRIA, le CNRS, le CEA et les universités. Et donc, initialement, on a la mission, en fait, de coordonner avec nos associés l'acquisition de systèmes de calcul haute performance qui sont mis à disposition de la recherche ouverte. Alors, la recherche ouverte, souvent, les gens confondent recherche académique et recherche ouverte. Donc, je vais faire un petit brief là-dessus. La recherche ouverte, c'est simplement la recherche qui donne lieu à des publications, soit dans des conférences, des papiers, des posters, mais elle peut être académique ou industrielle. Donc nos moyens de calcul, ils sont accessibles gratuitement. Vous pouvez faire une demande sur le site d'ARI et vous pourrez avoir accès à tout notre parc, c'est-à-dire 3 grosses machines qui sont installées, 2 en région parisienne, au CEA et au CNRS, et une dans le sud de la France, dans le centre des universités. Donc initialement, on vient du HPC, c'est vraiment notre ADN. Et progressivement, on nous a confié davantage de missions, notamment sur l'IA, avec le plan AI for Humanity, qui a permis de financer l'acquisition de la machine Janzé, qui est actuellement hébergée au CNRS, à l'IDRIS, sur le plateau de Saclay. Et le CNRS est également doté d'une équipe support pour accueillir les communautés d'IA au sein du centre de calcul. En 2020, on a commencé à mettre un orteil dans le quantique avec la région Île-de-France parce qu'elle a lancé une initiative de cofinancement qui s'appelle le PAC Quantique Île-de-France, pour laquelle elle venait cofinancer des projets d'exploration entre des industriels et des experts du domaine sur son territoire. Et donc, côté Gensi, on a aidé à faire le go-between entre différents acteurs, et puis on les a aidés aussi à monter les dossiers. En 2021, là c'est le contexte, on a l'annonce du plan quantique français par le président Macron. En 2022, il y a le lancement d'une initiative qui s'appelle HQI, dont on parlera tout à l'heure, qui vise à coupler des supercalculateurs avec différentes technologies de calcul quantique. Et tout naturellement, Gensi a été mandaté, avec l'aval de ses associés, pour travailler sur l'acquisition, mais également sur le soutien aux communautés d'utilisateurs et puis sur la dissémination, la communication autour de l'initiative. Et donc en fait, on va en discuter un peu plus après, mais c'est vraiment justifié par l'essor de l'industrie du calcul quantique en France qui nous permet à nous de commencer
dès aujourd'hui à mettre à disposition de nos communautés d'utilisateurs traditionnellement HPC des premiers systèmes qui sont déployés dans nos centres de calcul. Et puis pour la suite, Gency a vu, je dirais, un enjeu particulier dans l'industrialisation de ces systèmes, donc on accompagne aussi ce mouvement-là dès aujourd'hui. Ça fait une transition parfaite sur ma prochaine question qui est quel est l'état du quantique à l'heure actuelle sur, en tout cas à l'échelle nationale? Alors, dans l'informatique quantique, dans le terme informatique quantique, on distingue plein de choses. Il y a différentes technologies qui sont mises en œuvre. Il n'y a pas un ordinateur quantique, il y en a 5 à 6 de technologies différentes. On a un gros avantage en France, c'est qu'on en maîtrise au moins 4, voire 5. Et ça vient du fait qu'initialement en France, on a beaucoup d'acteurs de recherche, donc que ce soit le CEA, le CNRS et même les universités. Donc on a beaucoup d'entreprises qui se sont créées à partir de labos de recherche dans ces technologies-là. Notamment, je pense à Pascal, qui est une entreprise qui est peut-être assez connue assez connue dans le grand public maintenant, qui travaille sur une technologie à base d'atomes neutres. Donc le but, ça va être de venir piéger des atomes dans des étuves sous vide et de venir faire des transitions énergétiques avec des lasers. Mais aussi, en France, on a de la photonique qui vise à faire interagir des photons entre eux et utiliser leurs propriétés quantiques. Des supraconducteurs à refroidissant des petits circuits à résonateurs avec Alice et Bob, qui est aussi une entreprise qui je pense est assez connue dans le grand public. Puis on a d'autres entreprises peut-être un peu moins connues qui viennent notamment des technologies microélectroniques, donc CMOS avec des qubits à base de spin, qui vient notamment du LETI à Grenoble, avec une entreprise qui s'appelle Cobly. Et enfin après on a d'autres technologies, des ions piégés, des nanotubes de carbone. Donc ça vient un peu faire un écosystème en France sur toutes ces technologies-là de hardware. Après, il y en a d'autres aussi qui ne sont pas maîtrisées, notamment, je pense, au NV Centers et à d'autres technologies. En France, on a aussi un autre gros avantage, c'est qu'on a des gros acteurs qui ont des compétences en logiciel, notamment qui viennent initialement du HPC. Je pense à Atos, maintenant Eviden, qui va s'occuper en fait de toute la partie qu'on appellerait middleware, qui cherche à faire l'interconnexion entre ces technologies physiques-là et l'informatique qu'un codeur va utiliser. C'est important de souligner ça, c'est que, de ce que je vois du traitement de l'informatique quantique, on va dire dans les médias de masse ou en tout cas ce que, nos parents par exemple entendraient, eux ce qui les intéresse plutôt c'est, est-ce que le quantique va alimenter mon prochain téléphone, ou voilà, ce qu'ils voient c'est, la partie applicative. Ouais. Or, effectivement, la partie applicative, on en est quand même relativement loin de ce qu'on en est encore, en tout cas en France, on a beaucoup de ces entreprises que tu as listées travaillent en fait dans la partie physique. Alors, à la fois oui, mais à la fois, dans ces entreprises-là, il y a des teams qui sont spécialement dédiés à la recherche d'applications. En fait, ça dépend des entreprises, mais ça dépend des acteurs, mais certains acteurs essayent d'avoir ce qu'on appellerait une approche full stack, qui cherche à aller du système physique jusqu'à l'application. Donc, à avoir un peu cette approche à tous les niveaux. Il y a d'autres entreprises qui, elles, vont plutôt s'intéresser à la partie physique et se dire qu'en fait, l'application viendra après des utilisateurs et qui vont plutôt chercher à créer une expérience utilisateur. En fait, c'est un peu D'accord. ces différentes approches-là qui laissent aussi la place à des acteurs qui viennent du logiciel, donc que ce soit Atos ou sur la partie middleware, mais aussi, je pense à EDF qui va beaucoup s'intéresser à la partie applicative, en amenant aussi ces cas d'usage industriels. Après, pour ce qui est du tout commun, je pense pas que l'informatique quantique aura vraiment un impact tout de suite. Je pense que c'est pour l'instant, on est encore dans cette phase amont de recherche. On va aller chercher dans des cas d'usage qui existent déjà, que ce soit en simulation numérique, en intelligence artificielle, et on va aller chercher si on peut pas trouver un avantage à utiliser ces différentes technologies. Et en termes de financement, alors, Sabine a mentionné qu'en fait vos financements sur le quantique sont accélérés à partir de 2020. Est-ce que ça a été le cas aussi pour ces entreprises et ces domaines de recherche ou est-ce que les financements, étaient là avant? Ou même plus largement, comment ont été financés ces acteurs-là? Ma compréhension, c'est que la recherche amont, la recherche fondamentale de ces entreprises-là, elle a été financée par des fonds publics puisque la plupart d'entre elles sont pour les françaises, c'est tout d'ailleurs, sont des spin-offs de laboratoires de recherche. Donc ce financement amont, du coup, il a préexisté au plan quantique français. Et d'ailleurs, ça explique un petit peu la structuration de notre écosystème matériel. C'est qu'en fait, qu'a cité Félix tout à l'heure, ce sont des compétences qu'on avait avant l'apparition du calcul quantique ou avant qu'on arrive à effectuer un calcul quantique avec ces technologies-là. Je pense notamment à la photonique, c'est un domaine dans lequel en France on a des vraies compétences et c'est comme ça finalement qu'on a réussi à être en pointe.
Après, depuis l'apparition le pack quantique, en fait, la motivation pour la région, c'est simplement que aujourd'hui, l'écosystème des startups, il est encore assez centré sur l'Île-de-France. Et donc, il y avait un intérêt à accélérer un peu les explorations entre industriels et experts du quantique en finançant les startups franciliennes. Et donc, la région a misé là-dessus, et a raison, puisqu'on a une initiative qui a eu beaucoup de succès jusqu'ici. Et depuis l'apparition du plan quantique, en 2021, il y a eu, en gros, sur la partie calcul, deux gros flux. Et il y a les PEPR, qui, eux, s'axent vraiment sur la partie recherche, avec des niveaux de TRL encore assez bas, et des initiatives plus centrées sur l'acquisition et la maturation technologique, comme HQI, mais comme aussi Proxima, qui est le programme qui a été annoncé par le ministère des Armées en début d'année, qui, eux, visent à l'équipement et à la mise à disposition de ces équipements pour des utilisateurs finaux. Donc on a vraiment des finances publiques qui s'organisent pour être en capacité d'accompagner le mouvement sur tous les niveaux de maturité de cette technologie, y compris l'industrialisation. Très bien. Du coup, vu qu'on a mentionné la recherche, est-ce que vous pouvez nous dresser peut-être un panorama de la recherche en quantique en France? Alors évidemment avec à votre échelle, hein, peut-être que vous aurez pas toutes les informations, mais déjà, on a mentionné l'Île-de-France, peut-être où sont les autres bassins de développement du quantique? Et puis dans quel domaine, de recherche? Puisque étant donné qu'on a quand même de la couche physique à la couche applicative à développer, un petit peu quels sont, voilà, tous les axes, traités à l'heure actuelle? Puis potentiellement aussi quelles sont les, barrières et limitations qui ont été rencontrées? Alors, je pense peut-être qu'il faut distinguer, peut-être 2 piliers dans la partie recherche en informatique quantique. C'est un milieu qui est quand même très, multi-acteurs et avec beaucoup de compétences, donc c'est un peu difficile de rentrer dans les détails. Mais si je devais distinguer 2 piliers, je dirais qu'il y en a un qui va plutôt s'intéresser au développement, matériel, donc au développement des ordinateurs en eux-mêmes. Et donc là, pour ça, on a à la fois une recherche, très, académiques avec, encore une fois, le CNRS, le CEA qui va viser au développement de ces technologies-là, mais aussi toute la partie, recherche industrielle qui vient des startups qui vendent ces ordinateurs-là, qui cherchent à les améliorer et à en faire des objets, utilisables, pour des applications. Et ensuite, d'un autre côté, on va aussi avoir donc la partie recherche sur la partie, logicielle, hein, mais que ce soit à tout niveau, donc à la fois logiciel pour utiliser ces ordinateurs-là, pour trouver des cas d'application sur ces ordinateurs-là. Je pense notamment, donc avec HQI, je pense y reviendra, on a un programme de recherche qui s'intéresse à différents sujets d'application, mais aussi à comment on peut améliorer l'utilisation de ces ordinateurs-là avec du logiciel. Donc on travaille notamment sur l'optimisation, du machine learning ou de la simulation de systèmes physiques, à la fois de systèmes quantiques, mais de systèmes physiques classiques, de la chimie et une partie aussi sur la cryptanalyse. Et sur la partie plus sur améliorer l'utilisation des ordinateurs par le logiciel, on va s'intéresser à quelque chose qui s'appelle de la caractérisation d'erreurs. Donc, on va essayer de déterminer comment le comportement d'un ordinateur quantique bruité, donc qui est soumis à une interaction avec l'environnement. Et à partir du moment où on connaît cette caractérisation-là, on a pu caractériser ces interactions-là avec l'environnement, on va pouvoir essayer de corriger l'erreur par du logiciel, par une des techniques qu'on appelle de mitigation d'erreur. Et après, on a l'étape un peu finale qui vise à aller vers ce qui s'appelle le large scale LSQ, donc le large scale quantum computer, donc des gros ordinateurs qui sont tolérants à ces interactions avec l'environnement qui vont créer des erreurs. Donc on va utiliser par du logiciel, donc faire ce qui s'appelle des codes de correction d'erreurs qui vont, pendant le calcul, aller corriger les erreurs de ces ordinateurs-là. Mais pour faire ça, on a quand même besoin d'avoir une amélioration de ces ordinateurs-là, donc de les isoler un peu mieux de l'environnement. Donc ça, c'est un peu les axes de recherche qu'on a en France. Après, sur la localité, en France, on a un gros pôle à Paris, avec notamment toutes les startups dont je parlais avant, Pascal, Alice et Bob, Candela. Mais on a aussi d'autres pôles en région. Donc à Grenoble, notamment, avec le CEA Leti, il y a un gros pôle en informatique quantique, avec une grosse maîtrise notamment des technologies de microélectronique. J'ai notamment dans la partie logicielle, je pense notamment à une entreprise qui s'appelle Multiverse, qui est en fait une entreprise espagnole, mais qui a une antenne en France. Donc en fait, c'est un peu un domaine avec beaucoup d'acteurs, un peu positionnés un peu partout en France et en Europe. Alors on parlait d'applications, je me rappelle que pendant votre présentation au groupe Calcul, s'était posé la question, voilà, quel est le type d'application
où le quantique vraiment, est particulièrement adapté et offre une valeur ajoutée particulière par rapport, on va dire, au calcul, alors, je vais dire traditionnel, mais peut-être que vous utilisez un autre terme pour le distinguer du quantique. Mais je pense que c'est une question, que tout le monde doit se poser. Du coup, on parle de calcul classique, effectivement, en comparaison avec le calcul quantique. Alors, je pense notamment, initialement, la manière dont dont a été imaginée l'informatique quantique, c'était il y a un certain temps, vu que j'étais même pas né. On voulait utiliser l'informatique quantique pour simuler les systèmes physiques quantiques. On pensait que ça serait difficile, avec l'informatique classique, de simuler des systèmes quantiques. Donc, une des applications naturelles de l'informatique quantique et une des applications qu'on voit arriver, peut-être celle avec le plus de résultats ou qui a le plus de potentiel de résultats rapidement, c'est la simulation de systèmes quantiques. Donc, que ce soit pour de la chimie quantique ou de la simulation de molécules, etc. Après, donc ça, c'est un des points. Ensuite, on a toute la partie sur la simulation de systèmes classiques. Donc, un peu comme ce qui est fait en HPC. Donc, comment on peut résoudre des équations différentielles avec des ordinateurs, ce qu'on aurait fait avec un ordinateur classique, avec un ordinateur quantique. Donc ça, c'est un peu plus prospectif. Un autre point qui est peut-être plus actuel, c'est la partie optimisation. Donc, on a des codes qui permettent de résoudre des problèmes d'optimisation avec des ordinateurs quantiques. Ça fait partie un peu des cas d'usage qu'on voit apparaître actuellement. Un autre point, c'était que, bah, étant donné que, un petit peu toutes les technologies que tu as exposées avant, que ce soit la photonique, les supraconducteurs, et cetera, le quantique, en fait, motive à l'amélioration de ces technologies. Vous aviez mentionné qu'il y a, en fait, une émergence d'amélioration dans les dites technologies. Donc il y a une sorte d'effet, mutuellement bénéficiel entre, la recherche en quantique et la recherche dans d'autres domaines, voilà, en chimie, en physique des matériaux, et cetera. Ouais, notamment, on a pas mal de technologies, je pense, aux ions piégés et aux atomes neutres qui sont basés sur les lasers. Donc l'amélioration des lasers, c'est quelque chose qui permet d'avoir des meilleures chances de faire les transitions, donc avoir des ordinateurs, entre guillemets, «moins d'erreurs». On a aussi toute la recherche, les matériaux qui permet d'avoir des systèmes mieux isolés de l'environnement et donc qui ont moins d'interactions et donc qui font aussi moins d'erreurs. Donc toute cette recherche-là, en fait, elle va permettre à l'amélioration de ces systèmes-là. Donc toutes les technologies qu'on appelle habilitantes, toute cette recherche sur ces technologies-là, elles viennent nourrir en fait l'évolution du domaine. Et c'est aussi pour ça qu'on voit ce côté très multi-acteur, multidisciplinaire de la recherche en informatique quantique. Ouais, en fait, il y a en parallèle du développement des technologies, il y a un genre de structuration de toute une filière autour du calcul quantique pour justement permettre d'aller un petit peu plus loin sur les développements technologiques. Et donc ça embarque d'autres industries que simplement la production de qubits. Je suppose que c'est, on va dire, cet effet un peu, voilà, ce cercle vertueux entre le quantique et d'autres domaines de recherche doit être structuré d'une manière ou d'une autre et est-ce que c'est dans ce cadre-là que, des initiatives comme HQI, par exemple, vont permettre ou est-ce que HQI répond à une problématique, différente? Nous, déjà, on est très, sur HQI, on est vraiment très focalisé sur la partie calcul. Donc c'est un peu moins vaste que tout ce qui peut être couvert par le plan quantique, D'accord. notamment sur la partie amont des PEPR où il y a quand même pas mal de verticaux qui sont couverts comme les capteurs, il y a le captule, les capteurs, le calcul, la cryptographie post-quantique et les communications quantiques également. Et donc il peut y avoir des liens du point de vue recherche entre ces différents secteurs. On essaye d'interfacer, mais comme nous, on arrive très en aval finalement sur la partie acquisition de systèmes, déploiement dans un centre de calcul et couplage avec un supercalculateur, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de ponts qui peuvent être faits de ce point de vue-là. On va plus les percevoir, nous, comme des fournisseurs de composants des systèmes qu'on va acquérir. Déjà, alors HQI, c'est plus récent. Tu peux peut-être nous donner, un peu, le contexte de la genèse du projet, quand, peut-être les objectifs à court et moyen terme? Alors, HQI, ça a été lancé un an après l'annonce du plan quantique français. Donc, ça a été lancé début 2022. Et l'objectif de HQI, c'était de répondre à l'un des piliers de la stratégie qui était le grand défi NISQ. NISQ, donc c'est un acronyme qu'on retrouve assez souvent en quantique, c'est Noisy Intermediate Scale Quantum. Donc ce sont les premiers étages un peu technologiques de la production de plateformes quantiques. Donc on a des plateformes qui sont avec un faible nombre d'entités de calcul, donc un faible nombre de qubits, et qui sont encore assez
perméable au bruit finalement. Enfin, on a encore des phénomènes dessus qu'on a du mal à maîtriser, qu'on a du mal à contrôler complètement. Mais c'est un premier niveau technologique qu'on peut déjà exposer à des utilisateurs et avec lequel on peut commencer à travailler en attendant d'avoir des plateformes plus sophistiquées. Donc c'est, comme je le disais, HQI, c'est un programme de la stratégie nationale quantique sur le pilier calcul. Et c'est un acronyme qui est un petit peu particulier puisque ça veut dire France Hybrid HPC Quantum Initiative. Donc, comme vous l'aurez constaté, il n'y a pas le bon nombre de lettres. On a vraiment beaucoup contracté. C'est un programme qui est piloté par le CEA, côté direction des applications militaires. Donc c'est vraiment piloté par une partie du CEA qui a une forte culture dans le calcul scientifique, qui d'ailleurs possède un centre de calcul qui est le TGCC, qui est situé à Bruyères-le-Châtel dans l'Essonne, qui va lui héberger les QPU, donc les systèmes de calcul qui seront achetés dans le cadre d'HQI. Et HQI repose sur 2 piliers principaux qui vont s'alimenter l'un l'autre. Il y en a un plus autour de la recherche et développement dont parlait Félix tout à l'heure, avec un volet également support aux communautés d'utilisateurs et dissémination. Et donc celui-là, il est piloté en direct par le CEA. Et il y a un deuxième volet sur l'acquisition de systèmes de calcul quantique qui, lui, est piloté par GENSI, un peu comme une extension naturelle de nos activités sur le HPC puis sur l'IA. Au sein du programme de R&D, on a pas mal d'acteurs qui sont impliqués. Je dirais les principaux, on va retrouver Eviden, l'INRIA et le CNRS, en plus du CEA. Mais vous allez retrouver des acteurs industriels et académiques bien connus sur le sujet. Sur le programme de recherche, on va avoir un peu 3 volets. Donc on a un premier volet qui vise à travailler sur l'intégration des systèmes quantiques dans un environnement HPC. Donc que ce soit d'un point de vue environnement physique, mais aussi mais surtout environnement logiciel. Donc avec des architectures hybrides qui sont notamment développées sur lesquelles travaille Eviden. Une partie aussi sur le développement des environnements logiciels qui vont venir être utilisés autour de ces ordinateurs quantiques-là. Donc, je pense notamment un peu à la partie sur la vérification de code, la compilation, qui est un sujet sur lequel travaille ce programme de recherche. Puis ensuite, ce dont je parlais un peu avant, on a toute la partie application qui vient s'intéresser à l'optimisation, la machine learning, la cryptanalyse et la simulation de systèmes physiques. Et enfin, l'exploration pour la suite, qui est la partie correction, mitigation d'erreurs et le calcul quantique distribué. Donc comment on va articuler différentes architectures d'ordinateurs quantiques entre elles pour leur faire un seul et même calcul. Ça, c'est vraiment ce à quoi on s'intéresse sur le programme de recherche. Tu mets quand même beaucoup l'accent sur la correction d'erreurs et le bruit, c'est quelque chose qui est revenu, beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire, par rapport à l'informatique, voilà, classique, pourquoi c'est si important? D'une caractéristique très spécifique à l'informatique quantique, c'est qui est qu'on ne peut pas, on fonctionne sur un principe quantique qui s'appelle la superposition. C'est-à-dire, on va avoir notre système, il va être dans une superposition d'états. Et quand on va vouloir mesurer, donc en regarder l'état, ben, on va pas pouvoir observer cette superposition-là. On va observer seulement un des états de la superposition avec une certaine probabilité. Ce qui fait que quand une erreur apparaît sur un ordinateur quantique, cet effet de superposition-là fait qu'on peut pas vraiment la détecter. On peut pas mesurer le système global et dire, ah bah, l'erreur a apparu là, alors je la corrige. Contrairement à ce qui est fait avec l'informatique classique. En informatique classique, quand vous avez une communication entre deux agents, eh bien, si le canal entre les deux agents est bruité, vous pouvez y appliquer des codes de correction, des codes de Hamming et ce genre de choses qui permettent de faire cette correction d'erreur-là de manière assez naturelle. Mais ça, c'est pas vraiment possible avec l'informatique quantique. Il faut développer d'autres méthodes. Donc, on a des codes de correction d'erreur qui permettent en réalité de retomber sur nos pattes et de le faire. Mais c'est des codes qui vont demander déjà à avoir une certaine fidélité de nos systèmes physiques, donc que nos systèmes physiques soient d'une certaine qualité, et qualité qui pour l'instant n'est pas encore réellement atteinte par les systèmes actuels, et aussi un grand nombre de bits quantiques qui permettront de faire tourner ces codes de correction d'erreur. Donc en fonction des technologies, il y a différents styles, il y a différents types de codes de correction d'erreur, je rentre pas dans les détails, mais tous ont cette caractéristique qui est qu'il y a un certain niveau de qualité à atteindre pour pouvoir les faire tourner. Ce qui fait qu'on n'y est pas, on en est encore assez loin. Il y a déjà des systèmes qui arrivent à atteindre cette limite-là pour un bit spécifique, mais il faudrait que tout le système ait atteint ce niveau de qualité. Sabine, tu as mentionné tout à l'heure donc les 2 fameux piliers, donc le support, aux communautés d'utilisateurs et l'acquisition.
Tu veux peut-être préciser, concrètement comment ce support, est réalisé? La partie support, en fait, elle est très critique d'une manière générale dans le HPC et l'IA, mais sur la partie quantique, elle est particulièrement importante puisque on vient exposer des systèmes qui sont à la fois pas complètement matures du point de vue technologique, et puis dont le fonctionnement est complètement différent de ce que les utilisateurs ont connu jusqu'ici. Et donc, avoir un accompagnement, une expertise à dispo pour guider les utilisateurs, c'est particulièrement important si on veut justement que ces systèmes-là ils trouvent des communautés d'utilisateurs plus facilement. Donc aujourd'hui, on essaye de mettre en place une équipe intégrée de support aux utilisateurs entre le CEA et d'autres instituts, en s'appuyant notamment sur différents projets qu'on a au niveau européen. Puisqu'on est persuadé qu'on a un bon niveau d'expertise assez vaste sur le sujet en France, mais qu'on peut encore renforcer cette expertise en s'appuyant sur des partenaires européens. C'est notamment ce qu'on fait dans le cadre de nos acquisitions avec EuroHPC. On est également assez conscient qu'en France, on a des pôles d'excellence sur le sujet. Tout à l'heure, quand Félix parlait des différentes technologies, en fait, il y a une expertise qui est assez vaste sur, par exemple, la photonique, les atomes froids, l'utilisation de différents types de particules pour faire du calcul quantique. Et ces communautés, en fait, on va les trouver assez plus ou moins fortement dans certaines régions en France. Donc, on a des pôles d'excellence dans l'Est, par exemple, plusieurs villes. On en a en Occitanie, on en a en région Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, on arrive à utiliser un peu comme levier des expertises préexistantes pour pouvoir alimenter ces nouvelles compétences en calcul quantique. Et donc, on a lancé un appel à projet qui s'appelle les Maisons du Quantique il y a quelques semaines pour justement aider l'émergence de lieux d'innovation pour le calcul quantique hybride dans les régions, qui facilitent la rencontre entre des chercheurs qui font du HPC traditionnellement, et puis les différentes communautés qui travaillent autour du calcul quantique dans ces régions, pour justement essayer de fédérer un peu ces pôles de compétences au niveau national, leur donner une représentation, et puis leur donner une représentation aussi à l'international, et notamment au niveau européen. Donc ça fait partie de ce qu'on a lancé dans le cadre d'HQI. Après, sinon, on essaye aussi de promouvoir au maximum nos forces. On l'a dit tout à l'heure, on a une maîtrise assez inédite d'un grand nombre de technologies en France. On a un écosystème industriel qui est très fort et déjà assez structuré. Et donc, ça fait 3 ans maintenant qu'on propose à notre écosystème une vitrine lors de l'événement Vivatech, par exemple, sur lequel on a un stand HQI qui expose différentes startups. Et donc ça, c'est vraiment sur la partie support, dissémination. Après, on a également un volet plus donc autour de l'acquisition, comme je vous disais, où là, on est véritablement responsable de la mise à disposition sur le même principe que ce qu'on fait traditionnellement à Gensi, donc pour la recherche ouverte, de moyens de calcul hybrides HPC et quantique. Donc la partie HPC, elle est assurée par le système Joliot-Curie aujourd'hui, qui est déjà installé au TGCC et opéré par le CEA. Et puis demain, ce système hybride, il reposera sur le supercalculateur Alice Recoq qu'on va acheter avec le concours d'EuroHPC. Ça, c'est quelque chose qui a déjà été annoncé, et puis l'appel d'offres devrait sortir rapidement. Et ce système-là, il devrait être disponible à l'horizon 2025-2026. Et ce sera un système un petit peu particulier puisqu'il atteindra des performances hexaflopiques. Donc, c'est 10 puissance 18 opérations au point flottant par seconde. Et c'est vraiment l'équivalent des plus grosses machines qui existent au monde aujourd'hui. Donc ça, c'est le système d'accueil. Et on vient en fait utiliser ce qu'on sait bien faire avec ces systèmes d'accueil, comme par exemple l'accès pour les utilisateurs, tout ce qui est évaluation de la charge sur les systèmes, l'orchestration aussi des jobs dessus, pour venir accueillir d'autres types de processeurs, donc qui sont notamment les processeurs de calcul quantique. Et aujourd'hui, on en est à la 2e acquisition actuellement. On en a acheté un premier à la société Pascal dont parlait Félix tout à l'heure, qui est en cours d'installation. Donc Félix a beaucoup travaillé avec les équipes du CEA sur le déploiement d'un système à atomes neutres, d'un peu plus de 100 atomes neutres, qui sera disponible pour les utilisateurs normalement à l'horizon octobre 2024.
Ça, c'est la bonne nouvelle. Et ce premier système, il va être couplé à Joliot-Curie et il a été co-acquis par la France et l'Europe, dans le cadre du projet européen HPCQS, qui a également permis à l'Allemagne, donc à Jülich, de se doter d'un système de Pascal. Notre deuxième acquisition, elle est en cours. On a également choisi de travailler avec l'Europe, donc toujours avec EuroHPC sur cette deuxième acquisition. Et cette fois-ci, on est venu travailler sur un système de calcul quantique photonique. Donc là encore, on a regardé un petit peu le niveau de maturité de différentes technologies de calcul quantique et on s'est dit, ça, c'est quelque chose qu'on peut installer dans un centre de calcul, qu'on peut exposer à des utilisateurs et pour lequel on peut travailler sur le couplage avec un système HPC. Et aujourd'hui, donc en attente du résultat de cet appel d'offres avec l'Europe, et on regarde quelles sont les technologies qui peuvent faire l'objet de ce type d'acquisition dans le futur pour compléter le panégyrique des technologies exposées dans la plateforme. En entendant ça, ça me soulève en fait 2 autres questions qui m'étaient pas venues, initialement, mais qui je pense sont intéressantes. Peut-être la première, c'est est-ce que vous êtes au courant d'autres initiatives similaires dans d'autres pays, européens, voilà, d'acquisition à des fins, nationales, mais aussi de mutualisation, avec l'Europe pour promouvoir d'autres technologies qui sont peut-être matures dans un autre pays? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont dans cette, logique-là? En fait, ce qui est intéressant, c'est que jouer avec l'Europe, c'est pas uniquement obtenir un cofinancement européen, loin s'en faut. C'est également obtenir une exposition de nos systèmes à un niveau européen. Et donc, je m'explique. Quand on a acheté le système Pascal avec l'Europe, donc on a un cofinancement de 50% de notre système par l'Europe. Et la contrepartie, c'est que 50% de la charge sur le système est dédiée aux communautés de recherche européennes qui, elles, vont venir demander à EuroHPC d'accéder à ce type de système qui sera hébergé en France. Et pour la deuxième acquisition, c'est encore plus prégnant puisqu'on a été sélectionné parmi 6 entités d'accueil qui sont situées dans 6 pays différents en Europe. Donc on a la Pologne, l'Allemagne, la République tchèque, l'Italie, l'Espagne et la France, qui ont proposé à EuroHPC l'acquisition de 6 technologies complémentaires. Donc nous, c'était la photonique, les Polonais, c'est les ions piégés, les Allemands et les Tchèques ont parié sur des supraconducteurs avec des topologies différentes. L'Italie, c'était des atomes neutres, mais avec une configuration plus grosse que celle qu'on avait achetée pour HPCQS. Et les Espagnols voulaient faire ce qu'on appelle du recuit quantique. Et donc, avec cette sélection de 6 entités différentes, EuroHPC a commencé à lancer 6 appels d'offres pour ces technologies. Et l'idée, c'est qu'on ait un genre de constellation européenne de technologies de calcul quantique. Et donc, nous, au niveau national, si on ne peut pas, ou si on n'a pas le temps, ou voilà, si on n'a pas la possibilité de tout acquérir nous-mêmes, on va pouvoir proposer à nos utilisateurs, en fonction de leurs besoins, d'aller travailler sur les machines de nos partenaires européens. Et d'ailleurs, dans le cadre de la dernière acquisition, l'acquisition de la machine photonique, Gensi a été mandaté pour proposer à EuroHPC un projet d'intégration qui unit tous les partenaires des 6 hosting entities pour travailler ensemble sur des axes d'intégration HPC quantique autour des 6 systèmes acquis. Donc l'idée, c'est d'avoir une expérience utilisateur le plus possible harmonisée entre les systèmes pour permettre aux utilisateurs européens de s'y retrouver un peu quand ils demandent l'accès à des ressources de calcul. Donc il y a effectivement cette émulation un peu entre différentes stratégies nationales qui viennent cofinancer des machines qui seront exposées au niveau européen. Et notamment, vous avez tous les 2 insisté sur le fait que, voilà, la richesse de ces technologies est une force, aussi bien leur maîtrise à l'échelle nationale, mais aussi, ces initiatives de partage de technologies à l'échelle européenne. Moi, il y a une question qui vient, c'est, il y en a vraiment aucune qui se démarque des autres? Alors en fait, c'est assez difficile de répondre à cette question parce que toutes les technologies n'ont pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Il y a des technologies, qui se démarquent de fait, notamment parce qu'elles ont été, elles ont un peu l'avantage du premier arrivé, notamment qui ont été investies par des gros acteurs, je pense notamment aux supraconducteurs par IBM. Donc qui sont des technologies qui vont se démarquer peut-être plus par leur avancée technologique que par la qualité réelle du système, enfin, même si c'est un système qui a ses qualités, mais qui a du coup aussi ses défauts.
En France, dans les technologies qu'on va maîtriser, notamment je pense aux atomes neutres, la manière dont on fait du calcul actuellement avec les atomes neutres, c'est une manière assez différente de faire du calcul qu'avec les autres systèmes, dans le sens où on va considérer la globalité des atomes plus qu'un atome par atome auquel on va appliquer des portes logiques. Donc ça, c'est une technologie qui a des avantages parce qu'elle permet de trouver des applications peut-être un peu plus rapidement, mais comme elle ne permet pas d'appliquer des portes logiques, elle ne permet pas de faire du calcul universel et donc de répondre à tous les problèmes qu'on va lui poser. En fait, c'est un peu ce jeu-là, quand on jongle avec les technologies, d'un peu identifier les cas d'usage qui vont être appliqués sur nos machines pour ensuite aller chercher les machines qui répondent le mieux à ces problématiques-là. Très bien, bah, on arrive, au terme de notre entretien. Encore une fois, merci beaucoup, de nous avoir dédié, de votre temps pour cet entretien qui, je pense, est très riche en enseignements sur, l'état actuel de la recherche en quantique et de l'écosystème disponible. Je vais vous poser notre question traditionnelle de fin. Quelle découverte de votre domaine de recherche ou d'expertise mériterait d'être connue, des autres domaines? On pense que c'est particulièrement marquant d'avoir une aussi grande richesse ou une aussi grande diversité dans un tout petit écosystème sur une technologie aussi peu mature. C'est-à-dire qu'on a, au sein de notre écosystème du calcul quantique français, une très très grande multidisciplinarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on en est encore au stade où la physique a de l'importance, où on incite nos utilisateurs à essayer de comprendre ce qui se passe du point de vue physique pour coder de manière intelligente. Mais il faut aussi une bonne compréhension des concepts mathématiques autour du calcul quantique, tout ce qui est l'électronique aussi. En fait, on a beaucoup, beaucoup d'ingénierie aussi qui rentre en jeu pour que tout fonctionne, que toutes les pièces s'imbriquent et que ça fonctionne bien. Mais il y a aussi, et ça Félix en a beaucoup parlé, en fait aujourd'hui on est sur les développements des technologies matérielles, bien évidemment. Sans qubits, on n'arrivera pas à faire du calcul quantique, mais il faut aussi des gens qui travaillent sur le développement du logiciel, donc du middleware pour le rendre utilisable, sur les applications pour finalement trouver un avantage quelque part dans l'utilisation du calcul quantique. Et puis, je pense que c'est quelque chose auquel on est beaucoup confrontés, notamment qu'on voit particulièrement à Vivatech, c'est qu'on a des acteurs qui sont un peu de tous les types dans cet écosystème. On est vraiment à la croisée des chemins entre l'académique et puis vraiment des choses très fondamentales parfois, et puis des startups qui, elles, ont d'autres problématiques comme le besoin de lever des financements, de trouver un peu la roadmap qui leur permettra d'avoir une activité pérenne. On a des grands groupes aussi qui essayent de dédier des ressources sur un sujet qui, pour l'instant, n'amène pas un retour sur investissement proprement parlé. Donc c'est un tout petit écosystème, mais avec une très très grande diversité. Bah, merci beaucoup et bah, je vous souhaite une bonne continuation, dans ma foi ces belles initiatives. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, c'est déjà fini. Mais merci pour votre écoute. Code for Thought est animé par Ghislain Veillant, réalisé par Peter Schmidt et sous licence Creative Commons. À la prochaine.